vous parler des Amish, je vais d'abord vous parler un peu du contexte global et comment cette vallée s'est peuplée et puis comment elle a prospéré. Alors ici, effectivement, on est sur une borne frontière, puisqu'en fait, notre vallée au Moyen-Âge a la particularité de se situer sur la frontière, on va dire, germano-lorraine, avec la partie grisée de la partie alsacienne et la partie blanche qui est la partie lorraine. Donc vous voyez que la frontière, par exemple, milieu de Sainte-Marie, coupe la ville littéralement en deux. Et donc ça aura de grosses conséquences aussi sur le développement de la ville et puis au niveau linguistique et religieux notamment. On sait qu'à l'époque des mines, il y avait 3000 mineurs à peu près, et on évaluait Sainte-Marie-Mines autour de la fin 16e siècle à 6000 habitants, c'est-à-dire même plus qu'aujourd'hui. Parce qu'il y avait effectivement pas mal de migrants religieux qui sont venus aussi, qu'ils soient calvinistes, réformés, etc. Et donc je vais vous parler ici de Jacob Hamann, donc celui qui a créé le groupe des Amish. Alors Jacob Hamann, c'est qui? C'est un bonhomme qui vient du canton de Berne en 1844, il est anabaptiste. Et normalement, quand on est anabaptiste, on suit un mode de vie assez strict. Donc les théoriciens du mouvement anabaptiste, il y en a eu plusieurs. Il y a eu par exemple en Allemagne, il y a eu Thomas Müntzer, donc c'est quelqu'un qui critiquait le baptême traditionnel. En Suisse, il y a eu un certain Konrad Grebel, donc, qui vient du canton de Zurich, lui. Et aux Pays-Bas, on a eu notamment un bonhomme qui s'appelait Simon Menno, qui a donné le nom ménonite. Donc là, on a trois théoriciens, on va dire, du mouvement anabaptiste, qui prônent tous le baptême à l'âge adulte et pas à la naissance. Alors quand on est anabaptiste, normalement, on cherche à vivre simplement, donc on ne cherche pas à s'enrichir. Surtout les anabaptistes aussi sont non violents, donc ils refusent toute forme de violence, donc ils refusent de se battre, de porter des armes, et il refusera de lever la main sur quiconque. Alors Jacob Hamann, il prétend revenir on va dire, au mode de vie originel des anabaptistes, mais en fait il va plus loin dans la réflexion, il va même très très loin, à tel point qu'il crée un groupe complètement nouveau. Alors par exemple, pour limiter la différence de richesse entre les gens, pour éviter que ça se voie, il impose les mêmes fringues pour tout le monde. Et donc ici j'ai une lithographie qui montre en fait le costume des Amish de la vallée de Sainte-Marie-Mines. Donc pour les hommes, vous voyez, c'est une tenue très sombre, alors c'est souvent du bleu, porte la barbe en collier et un chapeau. Et pour les femmes, elles portent une robe qui va quasiment jusqu'aux chevilles, et elles portent un tablier, et elles portent aussi une coiffe en signe d'humilité envers Dieu. Autre particularité des Amish sur leur tenue, il n'y a pas de bouton extérieur. Le bouton est considéré comme un signe extérieur de richesse, parce qu'on va avoir des boutons dorés ou argentés, et donc la tenue, elle tient qu'un système d'agrafe, mais intérieur, donc il ne se voit pas. Deuxième chose qu'il a imposé, c'est de parler la langue du canton de Berne. Cette langue est toujours pratiquée aujourd'hui aux États-Unis. On appelle ça le Pennsylvania Dutch. Jacob Hamann, il va prôner la vie en communauté, c'est-à-dire qu'on est solidaires entre nous. Donc quand quelqu'un a un problème, c'est que tout le monde vient donner un coup de main. Mais j'ai peur d'être perverti par les mauvaises habitudes des gens qui habitent au centre-ville. Donc du coup, on va s'installer sur les hauteurs. Ça, c'est aussi un principe que Jacob Hamann a défini ici. Et donc les Amish, ils n'ont pas vécu au centre-ville. Ils sont installés à la côte des Cheries, à Montgoutte, à la Petite Lièvre, au Haïko, enfin bref, dans tous les écarts de la vallée, pour limiter au maximum les contacts avec les gens du centre-ville. Et comme ça, il espère justement préserver la foi, on va dire, de ses congénères. Et donc ça, c'est encore un fondamental qui reste dans les communautés Amish aujourd'hui, puisqu'elles vivent un petit peu recluses par rapport aux autres. Il y a quand même des contacts avec le monde extérieur, mais ils sont réduits autant que possible. Et donc tout ce que je viens de vous dire, ça forme ce qu'on appelle l'ordnung, le règlement. Et donc quand vous montez l'acte du baptême, vous acceptez de suivre le règlement. Donc toutes ces règles-là, Jacob Hamann les a définies à Sainte-Marie-Mines en 1893. Et on trouvait le bonhomme quand même très charismatique, puisqu'il s'appuyait sur la Bible pour justifier tous ces préceptes-là. Et finalement, il y a quand même 60 chefs de famille qui ont suivi Jacob Hamann dans ses règles de vie. Du coup, je me retrouve avec Sainte-Marie-Mines, avec 6 communautés religieuses différentes, côté Alsace. Une luthérienne, une calviniste, une réformée suisse, une anabaptiste modérée que j'appelais ménonite, une amish dure et une catholique. Et donc tous ces gens-là cohabitent le long de la rue principale et ils ont effectivement quasiment leur édifice religieux chacun d'entre eux. Donc les Amish n'ont pas de temple officiel parce que c'est une communauté clandestine qui est reconnue par personne. Ils ont trouvé refuge, ils sont là, mais donc en fait ils se réunissent dans les granges d'un de leurs membres. Donc quand ils célèbrent leur office religieux, c'est dans la grange d'un des membres de la communauté. On dit qu'en fait que ces communautés religieuses, qu'elles soient Amish ou ménonites, ne sont pas reconnues par les traités de paix d'Innsbruck. Alors c'est un traité de paix qui date de la fin du XVIIe siècle et qui régit le statut religieux de l'Alsace. En gros, il autorise certaines religions en Alsace, mais pas la religion Amish ni la religion ménonite. Donc en gros, on les considère comme des clandestins et donc c'est dehors. Vous avez 3 mois pour plier bagages. Donc l'édit a été ordonné début septembre, on va dire 1712, et dès le lendemain, devinez qui est-ce qui rachète toutes les fermes aux Amish? Walner de Frenstein. À l'époque, 60 chefs de famille, c'est autour de 250 personnes quand même. Certains sont allés au comté de Montbéliard, invités par le duc de Bade-Wurtemberg, qui est un vrai panier percé, et donc ils accueillent à bras ouverts. Ils sont allés aussi dans la vallée de la Bruche. Donc vallée de la Bruche, c'est du côté de Schirmeck par exemple. Certains ont commencé aussi à aller aux États-Unis. À l'époque, c'est les colonies anglaises, ils sont allés en Pennsylvanie, exactement.
Pourquoi la Pennsylvanie? Parce que c'est une colonie anglaise qui a été fondée par William Penn. Et William Penn, c'est un pacifique convaincu. C'est-à-dire quand il a créé la Pennsylvanie, il a acheté la terre aux Indiens d'Amérique. Il ne l'a pas conquis par les armes. Et donc la Pennsylvanie, c'est la forêt de William Penn. Et donc il a ouvert sa colonie anglaise aux gens du monde entier à partir du moment où ils sont prêts à vivre en paix les uns avec les autres. Et donc du coup les Amish qui sont profondément pacifiques ont été assez séduits par ce discours-là et donc certains ont commencé à migrer vers l'Amérique, donc direction Pennsylvanie. Et un des premiers bateaux qui a quitté l'Europe pour aller vers là-bas, chargé d'Amish, c'est autour de 1737 de mémoire pour aller en Pennsylvanie. Les Amish sont expulsés, ils ont 3 mois pour partir. C'est une catastrophe au niveau agricole chez nous, parce que c'est très bon agriculteur, qu'il n'y a plus personne pour gérer les fermes là-haut. Alors certes, Valder de Frenstein a tout racheté, mais il n'a pas forcément trouvé un repreneur ou alors c'est un Vosgien qui fait encore à l'ancienne. Donc les rendements agricoles, c'est une cata. Et donc d'autres conseils des Ribeaupierre, il y en a un qui s'appelait Radius, il s'est plaint auprès des Ribeaupierre, il disait il faudrait peut-être intervenir auprès du roi de France pour faire revenir les Amish, parce que certains ne se sont pas bien comportés, donc il visait à demi-mot Valder de Frenstein. Et il disait que au niveau agricole, c'était pas terrible les rendements économiques post-départ Amish. Et donc les Ribeaupierre ont attendu le décès du roi Louis XIV en 1715 et après ils sont négociés avec la Régence en France pour autoriser le retour des Amish. Donc les Ribeaupierre ont réussi à faire revenir 15 familles Amish sur les 60 et on évalue à peu près à 3000 personnes Amish ou Mennonites qui ont quitté l'Europe effectivement donc à la charnière du 18e, début 19e pour aller aux États-Unis. Aujourd'hui ils sont 320 000 dans le monde. Et donc effectivement, c'est aux États-Unis, on va dire en Amérique, qu'ils ont découvert l'art du patchwork. Donc le patchwork, c'est quoi? C'est faire une couverture de lit avec des chutes de tissu. Je récupère des vieux vêtements, je les coupe en forme de rectangle ou de triangle et j'assemble tout ça pour faire une couverture de lit. Et donc c'est au contact des femmes des anciennes colonies anglaises, puis ensuite américaines, que les Amish ont découvert l'art du patchwork. Et comment est-ce qu'on est venu au patchwork et Sainte-Noémine? C'est que ces Amish sont partis au fin 18e, début 19e, ils ont complètement oublié. Et en 1993, et organisé à Sainte-Noémine le 300e anniversaire du mouvement Amish. Donc il y a un colloque qui est organisé ici à Sainte-Marie par la FAM, donc l'Association française pour l'histoire des Amish Mennonites. Donc à la base c'était un petit colloque scientifique. Il a pris une ampleur qui a vraiment dépassé tout le monde, puisque il a été célébré ce colloque, on va dire pendant 3 jours, donc du 19 août au 21 août 93. Il a été couvert par 17 télés du monde entier. Donc on a des Amish des États-Unis qui sont venus à Sainte-Marie participer au colloque, habillés avec des vêtements d'un autre âge, grosse barbe. Je dis mais c'est quoi ça? Des femmes habillées à l'ancienne. Et là, on apprend finalement qu'on est le berceau du mouvement Amish. Donc surprise totale. On apprend que ces gens qui vivent à l'ancienne et avec des modes bizarres, en fait, ils sont français. Ce groupe a été créé en France, à Sainte-Marie-Alsace, en 1693. C'est un scoop pour tous les journalistes et donc l'info est reprise en boucle par tout le monde. Et à cette occasion-là, Jacques Légeret, donc mon fameux journaliste suisse qui a été adopté par la communauté Amish, organise une expo de patchwork temporaire et elle attire 4000 personnes en 3 jours. Et il s'est dit, les couvertures, ça attire des gens, je ne comprends pas. Donc on avait chez nous un salon qui s'appelait Modes et Tissus, un salon textile qui existe depuis 1973. Donc au cours de Modes et Tissus de l'année suivante, ils ont fait une expo temporaire de patchwork à l'octobre 1994. 5000 personnes cette fois-ci. Alors on s'est dit, là, il faut créer un truc, on va créer le Carrefour européen du patchwork. Et donc cette manifestation a été créée pour la première fois en 1995. Donc l'année prochaine, elle va fêter ses 30 ans d'existence. Et donc il y a 1 millier de patchwork qui sont exposés dans les églises de toute la vallée. Catholiques, luthériennes, calvinistes, c'est l'ironie de l'histoire. Vous voyez, toutes ces divisions religieuses, finalement, c'est le point de rassemblement des gens du monde entier. On parlait un peu des patchworks. Ça, c'est un patchwork Amish traditionnel. C'est ce qu'on appelle le diamant central. C'est très sobre. Voilà, ça. Et on aura aussi des modèles qu'on appelle les bars. Alors, les bars sont des patchworks avec en forme de rectangle vertical. Alors le bars symbolise à la fois le sillon agricole, donc c'est l'alignement en fait des champs, mais aussi le règlement qui vient d'en haut et qui s'abat entre guillemets sur les membres de la communauté. Et vous aurez également d'autres motifs, comme les Sunshine on Shadow, voilà, c'est par exemple celui-là. Donc vous avez des motifs un peu dégradés, donc vous voyez c'est des petits carrés de couleurs qu'on a assemblés, et donc vous avez en fait un dégradé qui est créé, donc qui part du sombre vers la lumière. Et si le patchwork fonctionne aussi bien chez nous, je pense que c'est parce qu'en fait le patchwork c'est quoi? C'est assembler des pièces très diverses pour faire une œuvre. Une couverture de lit, mais une œuvre d'art. Donc pris séparément, les pièces n'ont pas forcément d'intérêt. Mais c'est le fait de les assembler dans un endroit pour faire quelque chose qui ressort, qui est supérieur, c'est ça qui fait toute la valeur du patchwork. Et c'est ce qu'on a été ici dans cette vallée. Et aujourd'hui c'est le premier en Europe quand même. Mais il y en a aux États-Unis où là on ne fait pas concurrence, il y en a au Brésil aussi. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la SPL, donc la société qui organise ce Carrefour Patchwork, essaye vraiment de jouer la carte de la différence. Donc des patchworks, il y en a aussi ailleurs qui sont exposés. Mais ce que les autres n'ont pas, c'est le berceau du mouvement Amish. Ça, c'est chez nous.